C'est comme si on disait « ma violence est acceptable, la tienne est maléfique ». C'est ce discours qu'on nous impose, et je ne l'accepte tout simplement pas. Je pense que si l'on parle de violence, il faut parler à la fois de notre violence et de la vôtre. Nous devons tous les deux parler de la violence. Et puis, au final, on découvrira que les pays de l'OTAN sont très profondément impliqués dans le jeu de la violence. Ce n'est pas comme si nous étions de simples spectateurs et que les pays hors OTAN, les BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde ou la Chine, étaient responsables de la violence. Non. Tu sais, Pascal, c'est ça qui rend les choses si difficiles. Ce sont en réalité les pays de l'OTAN qui ont le plus bombardé depuis 1945. Bonjour à tous, ici Pascal des études sur la neutralité. Et aujourd'hui, je m'entretiens avec le docteur Daniel Ganser, qui est également un historien suisse et un chercheur pour la paix. Il fait aussi partie des rares Suisses à avoir acquis une réputation internationale pour sa critique de la machine de guerre américaine et du bellicisme de l'OTAN. Par exemple, avec les livres USA, l'Empire impitoyable, ou les armées secrètes de l'OTAN, l'opération Gladio et le terrorisme en Europe occidentale. Il remplit régulièrement de grands amphithéâtres lors de conférences publiques dans toute la Suisse, l'Allemagne et l'Autriche. Et tout cela a conduit, sans surprise, à une vague de haine en ligne à son encontre et à l'accusation fréquente d'être un théoricien du complot. Eh bien, c'est justement sa critique et son analyse que nous voulons aborder aujourd'hui, ainsi qu'un peu son soutien à l'initiative de neutralité de la Suisse. Alors, Daniel, bienvenue. Merci beaucoup de m'avoir invité, Pascal. C'est un plaisir d'être ici, car tu es un orateur, un écrivain et un analyste prolifique, et tu as été ostracisé de la bonne société en Suisse. Peux-tu peut-être commencer par expliquer, ou pouvons-nous commencer par expliquer, comment cela s'est produit? Comment es-tu passé d'un poste à l'université en Suisse à faire de la recherche à cette situation où les gens t'insultent, et pas avec de petits mots, en permanence? Comment as-tu vécu cela? Oui, c'est vrai. Je faisais mon doctorat en histoire à l'université de Bâle et mon sujet de thèse portait sur les armées secrètes de l'OTAN, donc l'opération Gladio et le terrorisme en Europe de l'Ouest. Ça allait. Vous savez, quand j'ai publié ma thèse en 2001, les gens disaient « D'accord, c'est un sujet très sensible, mais c'est très intéressant ». J'ai obtenu une très bonne note à l'université et tout allait bien. Ensuite, pendant 2 ans, j'ai travaillé avec Avenir Suisse, qui est un groupe de réflexion à Zurich. Après cela, j'ai rejoint le Centre d'études de sécurité de l'ETH. En 2006, j'ai publié un article sur le World Trade Center 7 et les attentats terroristes du 11 septembre. Et c'est là que tout a commencé. Donc en gros, tout a commencé en 2006 quand j'ai dit « Je ne crois pas à la version officielle du 11 septembre ». Et puis j'ai publié plusieurs articles où j'ai dit « Je pense que le World Trade Center 7 a été démoli de manière contrôlée. Je ne vois pas d'autre façon pour que ce bâtiment s'effondre. » Et l'ambassade américaine en Suisse est alors intervenue en disant « Vous savez, c'est une théorie du complot. » Donc en résumé, l'année prochaine, c'est 2026. Oui, l'année prochaine, cela fera 20 ans que l'on me traite de tous les noms simplement parce que j'ai dit que le World Trade Center 7 est une démolition contrôlée. Et j'ai aussi une très mauvaise page Wikipédia. Donc vraiment, si vous remettez en question le 11 septembre, vous avez beaucoup de problèmes, même en Suisse. Je veux dire, ça, c'était la grande surprise. Je veux dire, tu es aussi Suisse. Donc c'est 2 Suisses qui se parlent. Et j'avais cette illusion qu'ici, en Suisse, on peut tout étudier absolument et que les universités suisses sont totalement libres. Je veux dire, j'enseignais à l'université de Zurich. J'enseignais à des étudiants en histoire,
Vous savez, je corrigeais des copies et tout ce genre de choses. Ça me plaisait. J'étais heureux de travailler avec les étudiants et j'enseignais aussi à l'université de Lucerne, également à des étudiants en histoire et à l'université de Bâle, aussi à des étudiants en histoire. Mais ensuite, quand j'ai réalisé que le 11 septembre est un sujet dont on ne peut pas parler dans les universités suisses, encore aujourd'hui d'ailleurs, j'ai créé mon propre institut et je suis maintenant complètement indépendant. Je ne fais partie d'aucun parti politique, ni d'aucun groupe religieux ou autre. Je suis simplement un chercheur indépendant et je fais mon propre travail. Et vous faites ce que vous faites avec beaucoup de succès. Je veux dire, même en Suisse, votre voix fait partie de celle que les gens connaissent, même s'ils trouvent vos opinions étranges. Mais ce qui me frappe le plus, et je viens de lire un autre de ces articles à votre sujet, c'est la façon dont les gens vous critiquent pour avoir utilisé le concept de famille mondiale, je crois. Ou comment l'appelez-vous habituellement? En allemand, c'est Menschheitsfamilie. Menschheitsfamilie. Donc c'est essentiellement famille humaine. C'est un concept que j'utilise beaucoup. Puis-je l'expliquer rapidement? Allez-y, s'il vous plaît. En tant qu'historien, j'ai étudié tellement de guerres. J'ai étudié la guerre en Irak en 2003, lorsque les États-Unis ont attaqué l'Irak. Aussi, dans ce livre, je parle du 11 septembre, du Vietnam, de l'Iran-Contra. Et puis j'ai réalisé qu'en fait, c'est toujours le même schéma. On exclut un groupe d'êtres humains de la famille et on dit « ils sont mauvais, ils sont méchants, il faut les tuer ». Et c'est toujours la propagande de guerre. Donc en ce moment, en Suisse, ce sont les Russes qui sont exclus. Ils sont mauvais, il faut les combattre. Vous savez, tout ce que nous faisons contre les Russes semble être, vous savez, une bonne idée. Et puis je me dis, attends, nous ne devrions pas faire cela. Nous ne devrions jamais exclure qui que ce soit de la famille humaine. Nous devrions toujours nous rappeler que nous sommes maintenant 8 milliards de personnes dans 193 pays à travers le monde et que tout le monde, dans chaque pays, veut fondamentalement vivre. C'est ce que tout le monde souhaite. Personne ne veut être bombardé. J'essaie donc d'introduire ce concept de famille humaine dans toutes mes interventions. Je dis, vous savez, tout le monde ici dans la salle est le bienvenu. Vous faites tous partie de la famille humaine. Peu importe que vous soyez riche ou pauvre, peu importe que vous votiez ou non. Et si vous votez, peu importe pour quel parti vous votez. Peu importe que vous soyez né en Suisse, en Allemagne, en Afghanistan ou en Syrie. Parce que beaucoup de personnes venant des pays que l'OTAN a bombardés assistent aussi à mes conférences. Ensuite, il y a des personnes très pauvres qui viennent à mes conférences parce qu'elles ont le sentiment d'être constamment maltraitées. Et il y a aussi des personnes très riches qui viennent à mes conférences parce qu'elles pensent que les sujets que j'aborde sont importants. Et je dis toujours que toutes les personnes qui ne sont pas présentes aujourd'hui font aussi partie de la famille humaine. J'essaie donc toujours d'adopter une approche très inclusive. Et ensuite, je dis que, au sein de la famille humaine, nous ne devrions pas nous entretuer. C'est donc une manière très simple d'expliquer que nous ne devrions pas nous entretuer. Oui, et nous ne devrions pas exclure des personnes du cercle de ceux que nous jugeons dignes de protection, n'est-ce pas? Chacun de nous mérite d'être protégé. Le problème, c'est que la machine de guerre et la machine de propagande réussissent constamment à faire cela. Et l'aspect intéressant des guerres que tu as aussi étudié en détail, c'est que souvent cela se fait en créant une scission entre, tu sais, les dirigeants, Saddam Hussein et le peuple irakien. Et ensuite, ils disent, « Oh, nous nous débarrassons de Hussein pour le peuple irakien. » Donc en fait, nous faisons la guerre pour protéger ceux que nous bombardons. Pourquoi cela fonctionne-t-il encore et encore?
C'est cette vieille histoire de l'homme maléfique. C'était pas seulement l'Irak. L'Irak a été bombardé en 2003. Je pense que l'exemple le plus frappant, c'est en fait la Libye, en 2011, lorsque les Français, les Américains, les Britanniques et même les Suédois ont participé et bombardé la Libye. Et maintenant, tout le monde peut voir que Kadhafi est mort et que le pays est dans une bien pire situation. Donc c'est pas cette idée-là. Et tu sais, Pascal, j'en ai parlé avec mes amis. Quand cela se passait, quand la guerre avait lieu en 2011, j'ai dit « Oh, il faut pas bombarder la Libye ». Tu sais, c'est l'un des rares pays d'Afrique qui fonctionne vraiment. Tu sais, ils ont un niveau de développement très élevé. Ils ont l'IDH, l'indice de développement humain. On peut toujours regarder le niveau d'alphabétisation de la population, combien de personnes savent lire, quels sont les droits des femmes, la mortalité infantile et tous ces aspects. Et donc, la Libye était vraiment un champion de l'Afrique. Et la Libye aidait d'autres pays africains. Alors je me disais, pourquoi devrions-nous détruire le champion de l'Afrique? Et puis mon ami a dit, oh non, j'ai lu autre chose dans le journal. Et le journal et la télévision disaient essentiellement, Kadhafi est maléfique et nous devons le tuer. Allons-y. C'est fou. C'est juste de la propagande, vous savez, pour justifier la guerre. Mais c'est toujours très difficile, parce que les gens ont tendance à croire ce qu'ils entendent dans les médias traditionnels. Ça change maintenant, vous savez, grâce à des chaînes YouTube comme la vôtre, où Tucker Carlson, Al-Alisgurm ou Gerd Thipper ont été capables de chanter un précis. Mais je tiens à souligner que les personnes qui regardent la télévision suisse tous les jours pensent généralement qu'il est important d'armer l'Ukraine, que la Suisse doit renoncer à sa neutralité et prendre le parti de l'Ukraine. Et tout ce que les journaux grand public, comme la Neue Zürcher Zeitung, leur disent. Et cela a toujours été ainsi. C'était pareil avec l'Afghanistan. L'Afghanistan est un cas très délicat. La guerre contre l'Afghanistan a commencé le 7 octobre 2001 et 3 semaines auparavant, il y avait eu le 11 septembre. Là, j'ai dit que c'était aussi un mensonge. Et aussi, la guerre du Vietnam, vous savez, avec le golfe du Tonkin, c'était aussi un mensonge. Donc, mon point, Pascal, c'est que les guerres commencent par des mensonges. Et ces mensonges sont ensuite transmis à la population par les médias de masse, fabriquant le consentement, comme l'a dit Noam Chomsky. Ce qui me fascine, ou bien sûr, tu as tout à fait raison. Ce qui me fascine, cependant, c'est que les mensonges finissent par être reconnus comme tels. Nous savons que le golfe du Tonkin était un mensonge. Nous savons que les armes de destruction massive étaient un mensonge. Nous savons que le petit... Oui, tu sais, nous les connaissons tous. Nous savons que la Libye a été détruite et qu'il y a maintenant des marchés d'esclaves à ciel ouvert, comme Jimmy Dore ne cesse de le répéter. Tout cela est connu. Et pourtant, cela ne semble pas vraiment avoir d'impact. Je veux dire, pas d'impact. Cela ne change pas l'attitude des gens qui ont été trompés en croyant à tout cela. Peux-tu te l'expliquer? Si vous le permettez, je souhaiterais exprimer mon désaccord, car ces dernières années, en 2020 et 2021, nous avons connu la pandémie de Corona, crise, peu importe comment vous voulez l'appeler. Et pendant la crise du Corona, je n'ai pas pris le vaccin. Je n'avais pas confiance, et j'ai dit que j'allais pas le prendre. Mes enfants ne l'ont pas pris. Ma femme, ma mère, ma sœur, aucun de nous ne l'a pris. Donc, on nous a encore une fois étiquetés comme quel était le mot déjà. Il y avait encore des mots pour désigner les personnes qui disaient qu'elles n'allaient pas suivre le gouvernement suisse et se faire vacciner. On nous appelait des Corona Leugners, ce qui, en anglais, signifie en gros que vous dites que cela n'existe pas. Négationniste du coronavirus. On vous a traité de négationniste.
Corona denier, yeah. Okay. Négationniste du corona, oui. D'accord. Donc, vous savez, je n'ai pas été impressionné. Je veux dire, on m'a déjà qualifié de théoricien du complot parce que j'ai dit que je ne croyais pas à la version officielle du 11 septembre. Et on m'a aussi qualifié de compréhensif envers Poutine, de Putinversteher, parce que j'ai dit que nous ne devrions pas envoyer d'armes à l'Ukraine. Nous devrions entamer immédiatement des pourparlers de paix à Istanbul. Et il y a bien eu des pourparlers de paix en mars 2022, comme vous le savez. Donc les années Corona ont vraiment rendu beaucoup de personnes dans mon réseau, si je puis dire, plus conscientes que nous sommes guidés par de grands récits. Et c'était aussi comme ça. C'est en gros le groupe de personnes qui n'ont pas pris le vaccin. Et je travaille dans l'espace germanophone, donc c'est la Suisse, l'Autriche et l'Allemagne. C'est daar zijn fond 100 000 personnes. Et parmi ces 100 millions de personnes, 30%, donc 30 millions, n'ont pas pris le vaccin contre le coronavirus. Vous savez, ce sont des chiffres approximatifs parce qu'on ne sait jamais vraiment qui dit la vérité. Mais prenons ces chiffres approximatifs. 30 millions. Et ce groupe a vraiment été insulté, je veux dire violemment. Ce n'était pas du genre, bon, d'accord, c'est ta santé, chacun décide à sa façon. Non, il y a eu des propos vraiment très méchants, très durs. Alors les gens n'oublient pas. Les gens n'oublient pas. Ils savent, j'ai vraiment été calomnié et je n'ai pas aimé ça. Ou bien, je n'ai pas pu aller au mariage de mon bon ami parce que je n'étais pas vacciné et il a dit que seuls les vaccinés pouvaient venir au mariage. Des choses comme ça sont arrivées. Des trucs fous. Et donc le groupe est devenu beaucoup plus grand. Le groupe est devenu beaucoup plus grand. J'essaye simplement de vous dire que oui, vous avez raison. Vous savez, c'est toujours la même chose. Il y a une guerre, et avant la guerre, les mensonges sont diffusés. Et votre argument, en gros, c'est « Pourquoi les gens ne se rendent-ils pas compte que c'est toujours le même stratagème ?» Et je suis tout à fait d'accord avec vous, mais j'ai tendance à souligner que maintenant, dans les années 2020 et 2021, qui étaient essentiellement les années du corona en Suisse, en 2022, c'était de nouveau l'Ukraine et la Russie. Mais pendant les années corona, le groupe qui devenait très sensible à la question du récit. Qu'est-ce qu'un récit? Qu'est-ce qu'un groupe narratif? Qu'est-ce que le cadrage? Comment fonctionne le cadrage? Comment défendre l'espace de ce dont on peut parler? FSA, toutes ces choses. Ce groupe est devenu beaucoup plus grand. Et je le constate d'ailleurs lors de mes conférences publiques, il y a encore plus de monde qui vient maintenant. Je suis content de l'entendre. Tu as probablement raison. Je veux dire, quelque chose change lentement. Mais on voit aussi la répression de l'autre côté maintenant, à nouveau encore plus dure, avec l'UE qui sanctionne même ses propres citoyens. Et tu sais, la pression ne cesse d'augmenter petit à petit. C'est sans doute aussi la réaction d'un système qui a peur et qui est inquiet. Mais quel est l'effet? Quel est l'effet? But what is the effect? It's going to speed it up. Ça va accélérer les choses. Vous savez, j'ai vu par exemple que Thomas Rupper de l'Anti-Spiegel a été placé sur une liste de sanctions de l'UEMR. Et évidemment, vous savez, je lis l'Anti-Spiegel, je lis RT, je lis Apolut, je lis RT Deutsch, je lis la NZZ, donc je lis différents journaux juste pour comparer, vous voyez, quel est leur récit. Et le fait qu'ils aient effectivement sanctionné Thomas Rupper de l'Anti-Spiegel, c'est vraiment, vous savez, passer à la vitesse supérieure. Et je pense que les gens qui s'en rendent compte deviennent encore plus sensibles. Vous voyez ce que je veux dire? Ils se disent « Ah d'accord, ils ont vraiment peur que ce récit s'effondre. » Parce que Pascal, quel était le récit? Le récit ici en Suisse, c'était « L'Ukraine a raison, la Russie a tort. » Parce que, vous savez, la Russie a envahi le 24 février 2022. Et alors j'ai dit, d'accord, oui, cette invasion, je pense qu'elle est illégale. C'est mon analyse. J'ai dit, on ne peut pas envahir un autre pays.
Par exemple, la France n'a pas le droit d'envahir la Suisse. La Suisse n'a pas le droit d'envahir la France. Point final. L'Amérique n'a pas le droit d'envahir l'Irak. La France n'a pas le droit de bombarder la Libye. L'Allemagne n'a pas le droit de bombarder la Serbie, comme elle l'a fait en 1999. Voilà le droit international. Mais ensuite, j'ai dit, cette invasion de l'Ukraine a une histoire qui la précède. Il y a eu le renversement du gouvernement de Yanukovych en 2014. C'était illégal. Et l'expansion de l'OTAN vers l'Est, c'était une provocation pour la Russie. Et aussi, la déclaration ou l'invitation du président George Bush en 2008 a invité la Géorgie et l'Ukraine à rejoindre l'OTAN. Vous savez, c'est vraiment ce qui a tout déclenché. Si j'intègre ces éléments dans le récit, les gens sont maintenant plus ouverts et ils disent « Oui, je n'avais pas entendu ça. Je n'ai jamais entendu parler du coup d'État de 2014 ou de la guerre civile de 2014 à 2022. » Je pense évidemment que certaines personnes ne veulent toujours pas l'entendre. Tu as raison. Je ne veux pas dire que tout le monde est ouvert à de nouveaux récits, mais je pense que, en général, dans ma bulle, je vois beaucoup d'intérêt pour des informations alternatives. Je dis, OK, si on repart de zéro, comment puis-je comprendre la guerre en Ukraine? Comment puis-je la comprendre? Et ensuite, j'adopte généralement une approche historique, année par année, et d'un point de vue géostratégique. C'est la bonne façon de procéder. Nous devons comprendre la genèse, le développement de la manière dont quelque chose est apparu. Mais le récit actuel, où les personnes qui revendiquent la domination du récit, et aussi, vous savez, en allemand, nous avons ce beau mot pour cela, interprétation. Autorité d'interprétation. La souveraineté de l'interprétation, oui. Ceux qui la revendiquent vous diront que si vous expliquez l'histoire, alors vous excusez l'invasion. Mais comment est-il possible que des personnes intelligentes, et je connais des personnes intelligentes comme vous et moi, des collègues historiens en Suisse, très intelligents, ne comprennent pas qu'il y a une différence entre une explication et une excuse? Pourquoi cela? Je pense qu'ils sont vraiment enfermés dans leur récit. Vraiment. Je veux dire, peut-être qu'ils ont aussi peur, vous savez, que certaines de nos analyses puissent être justes. Pour vous donner un exemple très concret, en 2022, lorsque l'invasion russe a eu lieu, le 24 février, j'ai donné des conférences publiques en Suisse. Il y avait environ 1000 personnes. Les gens venaient, ils achetaient des billets, ils écoutaient mon analyse. À l'extérieur du bâtiment, il y avait la police. Et dehors, à côté de la police, il y avait des manifestants avec le drapeau ukrainien. Et les manifestants disaient « Daniel Genscher ne devrait pas prendre la parole parce qu'il remet vraiment en question le récit selon lequel la Russie est la seule à blâmer. » Et ils ont dit que ce n'était pas acceptable parce que la Russie est la seule à blâmer. Et à l'intérieur du bâtiment, j'ai dit oui, la Russie est responsable d'une partie. Et ici, je parle de l'invasion, du fait d'avoir effectivement franchi la frontière. C'est pour cela que la Russie doit être blâmée. On peut en tenir Poutine responsable, c'est sa part. Mais alors, Zelensky doit aussi être blâmé. Zelensky est arrivé au pouvoir en promettant la paix. C'était en 2019. Il a promis la paix, mais ensuite il a bombardé sa propre population dans le Donbass. Beaucoup de gens en Suisse ne le savent même pas. J'ai dit d'accord, avant l'invasion russe, le gouvernement ukrainien est arrivé au pouvoir en promettant la paix, mais il a ensuite continué à bombarder sa propre population. Et je dis que c'est aussi quelque chose dont il faut vraiment assumer la responsabilité. Si, en tant que gouvernement, vous tuez vos propres citoyens, ce n'est pas bien. Vous ne devriez pas faire cela. Et puis, il faut aussi blâmer les Américains. En 2014, ils ont renversé le gouvernement en Ukraine. Je sais qu'il y a un énorme débat à ce sujet, vous savez, mais je prends l'exemple de l'appel téléphonique de Victoria Nuland avec Geoffrey Piat.
Geoffrey Piat était l'ambassadeur américain à Kiev. Et je sais que vous le savez, mais je le répète juste pour le public. I know that you know it, but I just repeat it for the audience. Victoria Nuland was talking Victoria Nuland parlait au téléphone avec l'ambassadeur américain à Kiev. Et Victoria Nuland, qui travaillait évidemment au département d'État en tant que secrétaire d'État adjointe, a dit qui devrait faire partie du nouveau gouvernement. Et cela avant même que le coup d'État n'ait lieu. Et publiquement, elle a déclaré « Nous avons investi beaucoup d'argent en Ukraine. » Et cela sous la présidence de Barack Obama. Et il a dit plus tard dans une interview à CNN, Obama a dit « Nous avons aidé à la transition du pouvoir en Ukraine. » Mais ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé. Il ne s'agissait pas d'aider l'Ukraine. C'était de l'ingérence, vous savez. C'était de l'ingérence sur le Maïdan. Et j'ai vraiment examiné le 20 février 2014 avec énormément de détails. Et je suis absolument sûr à 100% que des snipers tiraient à la fois sur les manifestants et sur la police. Et cela crée le chaos. Et Ivan Kachanovsky a travaillé sur ce sujet en profondeur. Donc, pour résumer l'histoire, je donnais cette conférence en disant « Oui, la Russie doit être blâmée, les États-Unis doivent être blâmés pour le coup d'État, et Zelensky doit être blâmé pour avoir tué sa propre population. » Donc, vous voyez, il y a 3 groupes à blâmer. Maintenant, que fait-on? Et j'ai dit, la meilleure chose à faire est simplement de commencer à se parler. Chacun accepte sa part de responsabilité. Et vous savez, ensuite, résoudre le conflit sans effusion de sang supplémentaire. Et dehors, la police était vraiment... En Allemagne, je donnais des conférences à Hambourg et à Kiel. Même analyse, et j'avais comme 10 voitures de police à l'extérieur. Mais j'avais généralement environ 1000 personnes à l'intérieur de la salle qui voulaient entendre le contexte de la guerre en Ukraine, et dehors peut-être 50 personnes qui manifestaient contre mon analyse. Et je me suis juste dit, parce que je ressentais la pression, je me suis dit, vous savez, les gens pendant la guerre du Vietnam qui manifestaient à Kent State, par exemple, ou ailleurs, eux aussi se sont levés et ont dit, nous n'acceptons pas le récit de notre gouvernement et nous n'acceptons pas le récit de notre presse dominante. Et comment pouvons-nous faire cela? En donnant des conférences publiques, en ayant des communications comme celle-ci, sur des chaînes YouTube indépendantes comme la vôtre, ou en publiant des livres comme celui-ci. C'est le seul moyen pacifique dont nous disposons, car le gouvernement est évidemment bien plus puissant. Oui, mais tu as raison. Tu sais, certains de nos collègues pensent que mon analyse est complètement fausse et que Poutine porte 100% de la responsabilité. Mais non. Ce qui est drôle, c'est que je suis totalement convaincu que mon analyse est correcte. Tu sais, une partie de la responsabilité incombe à Poutine. Une partie de la responsabilité incombe à Joe Biden. Une partie de la responsabilité incombe à Zelensky. Et vous savez, ce qui est amusant, bien sûr, c'est que nous sommes condamnés à croire que nous avons raison, parce que nous ne pouvons pas nous échapper nous-mêmes, n'est-ce pas? Ça ne fonctionne tout simplement pas. Nous utilisons des méthodes discursives pour interagir, comprendre les choses, utiliser des sources, etc. Ce qui me frappe, c'est que l'autre camp de cet argument essaie souvent d'attaquer notre crédibilité académique. J'ai lu beaucoup d'articles à votre sujet qui disent des choses comme « prétendu historien »,« chercheur pour la paix autoproclamé ». Il n'existe pas de certificat de chercheur pour la paix que quelqu'un pourrait vous décerner. Si vous faites des recherches sur la paix, alors vous êtes chercheur pour la paix. Mais ils font cela, et ils lancent toutes ces attaques ad hominem, tout en revendiquant une supériorité intellectuelle. Et je ne comprends toujours pas pourquoi ce groupe ne voit pas le problème dans ce type d'argumentation. Avez-vous eu des interactions, disons, avec des universitaires de votre niveau?
J'ai donné une conférence à Bâle. À Bâle, il y a un endroit appelé le Stade Casino Basel, qui est une grande salle de 1400 places. J'y ai donné une conférence et la salle était pleine. Ensuite, des collègues à moi, des professeurs d'histoire et de sociologie, ont organisé un événement à l'université de Bâle. Un contre-événement. Un contre-événement. Et ils ne m'ont pas invité à cet événement. Ils voulaient simplement dire, d'accord, vous pouvez assister à cette conférence de l'historien suisse Dr Daniel Ganser sur la Russie, l'Ukraine et les États-Unis. Il dira que la Russie est responsable de l'invasion, mais que les États-Unis le sont aussi, avec l'élargissement de l'OTAN. Mais ne le croyez pas. Vous devriez venir à notre événement à l'université et nous croire, nous. Donc pour moi, c'était vraiment étrange, parce qu'ils craignaient vraiment de perdre le contrôle du récit. Ou leur interprétation du monde. Leur interprétation du monde, c'est que l'OTAN est toujours une force du bien, que les États-Unis sont toujours une force du bien. Cela était en train de s'effriter. Donc je pense qu'en ce moment, c'est encore plus difficile, parce que par exemple ici en Suisse, la Neue Zürcher Zeitung a toujours écrit que nous devrions simplement soutenir Zelensky, et alors il gagnera. Et j'ai dit, je veux dire, l'Ukraine compte environ 40 millions d'habitants. La Russie en compte environ 150 millions, donc il y a 100 millions de plus. Pourquoi l'Ukraine devrait-elle gagner? Pouvez-vous m'expliquer cela? La Russie dispose d'une infrastructure militaire bien plus importante. L'Ukraine dépend essentiellement des importations. Ils peuvent produire très peu d'armes eux-mêmes. Alors pourquoi, même sans prendre parti, pourquoi le plus petit devrait-il l'emporter sur le plus grand? J'ai donc remis en question ce récit dès le début, et c'est peut-être un autre problème que j'ai. J'ai vraiment critiqué le gouvernement suisse pour avoir pris parti. Le gouvernement suisse, le 28 février, a repris toutes les sanctions économiques contre la Russie. Mais ces sanctions, point très important, ont été conçues par l'Union européenne. Maintenant, je sais que tu le sais, et je le sais aussi, mais certains auditeurs ne le savent peut-être pas. L'Union européenne n'est pas la même chose que l'Europe, d'accord? La Suisse est un pays d'Europe, mais nous ne faisons pas partie de l'Union européenne. L'Union européenne compte 27 États membres. L'Allemagne, l'Italie, la France, ils font partie de l'Union européenne, mais la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne. Donc, en gros, ces sanctions n'ont pas été autorisées par le Conseil de sécurité de l'ONU parce que, évidemment, la Russie y dispose d'un droit de veto. Mais, vous savez, la Suisse n'aurait pas dû suivre cette voie de l'Union européenne et imposer des sanctions à la Russie. J'ai donc publié cela sur Instagram, sur Facebook et partout ailleurs. Et ensuite, les gens ont dit, bon d'accord, il n'est même pas d'accord avec le gouvernement suisse, et je pense que cela a rendu mon analyse encore plus difficile. Mais je maintiens fermement mon analyse. Je la maintiens très fermement. La Suisse doit rester neutre. Nous ne devons pas rejoindre l'OTAN. Nous ne devons pas rejoindre l'Union européenne. Et nous devrions, si possible, aider l'Ukraine, les États-Unis et la Russie à trouver la paix. Mais les pourparlers de paix, en ce moment, ils ne sont pas en Suisse. Ils sont en Arabie Saoudite, en Turquie, parce que la Suisse n'est pas neutre. Non, nous avons eu cet événement factice l'année dernière, en été, où nous n'avons invité que des personnes d'un seul camp, et ensuite nous nous sommes autoproclamés artisans de la paix, n'est-ce pas? Organisateurs de la paix. Mais c'est ça qui est fascinant en ce moment. Je veux dire, je vis au Japon, et j'ai beaucoup de discussions avec des collègues indonésiens, indiens, et des collègues du Sud global, d'Afrique du Sud, etc. Et ils me disent tous, nous ne comprenons pas l'Europe. On ne saisit pas. Ça devrait être évident. L'Ukraine devrait aussi être neutre, d'une manière ou d'une autre. Il faut désamorcer la situation. Et on ne peut pas avoir des troupes de l'OTAN juste à la frontière de la Russie en même temps.
Ils disent aussi, par exemple, nous ne soutenons pas l'intervention de la Russie. Donc de l'intérieur, il me semble qu'il y a tellement d'idéologie et d'émotions que cela brouille vraiment la situation. Et ce qui est étrange avec la Suisse, c'est que même en Suisse, on entend beaucoup ce discours du genre « Nous ne devons pas récompenser Poutine. Il ne peut pas être récompensé. » Et je me dis, ça n'a rien à voir avec une récompense, mes amis. Et puis la Suisse, je veux dire, vous n'avez même pas, je veux dire, il n'y a rien que vous ayez. Vous ne contribuez pas en fait à une quelconque récompense. C'est un fait brut d'une guerre horrible, vraiment horrible. Pouvez-vous vous expliquer à vous-même ce récit de la récompense de Poutine? Ma seule explication, Pascal, c'est vraiment que la Suisse a subi beaucoup de pression de la part des États-Unis et de l'Union européenne. C'est la seule raison. Je ne vois pas vraiment... Enfin, évidemment, nous n'avons pas eu de vote en Suisse à ce sujet, vous savez, pour décider si nous voulions adopter les sanctions contre la Russie. Parce que souvenez-vous, l'invasion a eu lieu le 24 février 2022. Et le gouvernement suisse, qui n'est en réalité composé que de 7 personnes sur 8 millions, ces 7 conseillers fédéraux, ont alors décidé que nous allions adopter toutes les sanctions économiques contre la Russie. Et je me suis dit, quoi? Nous perdons notre neutralité, là. Oui, c'est vrai. Mais nous avons eu des manifestations, en fait, à Berne, surtout de la part de mon parti, les sociaux-démocrates. Ils ont mobilisé des gens pour protester. Et encore aujourd'hui, des personnes vous diront qu'elles sont indignées que le gouvernement suisse ait mis 4 jours à imposer ces sanctions. Et cela concerne un nombre important de personnes. Mais je suis indigné que le gouvernement suisse ait abandonné la neutralité sans consulter la population. Parce que, vous savez, je ne dis pas que l'invasion était légale. Je suis vraiment d'accord avec ces personnes pour dire que l'invasion était illégale. Mais la neutralité suisse n'a jamais été conçue de manière à dire que la Suisse est neutre, sauf lorsqu'un pays en envahit un autre illégalement. Ce jour-là, on jetterait la neutralité à la poubelle. Allons, vous voyez bien, dans ce cas, il faudrait la jeter chaque année. Parce que si vous prenez l'Allemagne, par exemple, l'Allemagne sous le chancelier Schröder et le ministre des Affaires étrangères Joschka Fischer a bombardé la Serbie en 1999. C'était avec Bill Clinton. Il était alors président des États-Unis. Et vous savez, la France et la Grande-Bretagne ont également bombardé. Aujourd'hui, ce bombardement de la Serbie en 1999 est presque oublié. Les gens ne veulent plus en parler, mais c'était clairement illégal. Vous savez, on ne peut pas bombarder la Serbie comme ça. Et donc la Suisse, si je suis l'argument de ces personnes, aurait alors dû abandonner sa neutralité et imposer des sanctions à l'Allemagne parce que l'Allemagne venait de violer le droit international. Alors je dis non, nous ne devrions pas faire cela. Nous devrions simplement dire à l'Allemagne, eh bien, vous venez de violer le droit international, ce qu'ils savent. Et nous pensons que ce n'est pas une bonne idée. Ils s'en moquent, mais c'est tout. C'est tout ce qu'on peut faire en tant que petit État. Et puis en 2003, lorsque les Américains ont bombardé l'Irak, cela constituait clairement une violation du droit international. Vous pouvez alors écrire une lettre à l'ambassadeur des États-Unis en Suisse et lui dire que le gouvernement suisse n'est pas satisfait que les États-Unis viennent de bombarder l'Irak. C'est contraire au droit international. Mais vous ne pouvez pas ensuite sanctionner les États-Unis. Je veux dire, et nous ne l'avons pas fait. Évidemment, nous ne l'avons pas fait. Et en 2011, lorsque les Français, la France et la Suisse sont des pays voisins, je le précise pour le public. Je sais que vous le savez, mais la France est voisine de la Suisse. En 2011, la France a bombardé la Libye. Et ils ont dit, oh oui, nous avons un mandat de l'ONU pour cela, parce que le Conseil de sécurité avait dit qu'il était permis
d'instaurer une zone d'exclusion aérienne. It's okay to have a no-fly zone, but out of this no-fly zone, then the French. Mais à partir de cette zone d'exclusion aérienne, les Français, les Britanniques et les Américains ont simplement procédé à un changement de régime. Et cela n'a jamais été prévu dans le texte. Je veux dire, si vous regardez le compte-rendu du Conseil de sécurité, et j'ai lu ces comptes-rendus, je vois qu'il n'y a aucune disposition pour un changement de régime. Donc, encore une fois, c'était illégal. La Suisse a-t-elle alors déclenché une guerre économique contre la France? Bien sûr que non. Voilà comment je mets les choses en perspective. Je prends les 30 dernières années, je pourrais même prendre les 50 dernières années, et je dis bon sang, je suis d'accord avec vous. Il y a eu beaucoup de guerres illégales. Et devinez quoi? Je n'aime pas ça. Mais le principe de neutralité, c'est que même si vous voyez une guerre illégale, vous restez neutre. On ne mène pas une guerre économique contre un seul groupe. Dans ce cas, le gouvernement suisse a décidé de commencer une guerre économique contre la Russie. Nous n'envoyons pas d'armes à l'Ukraine. Je veux dire, les Allemands envoient des armes, les Britanniques et les Français envoient des armes à l'Ukraine. Les Suisses, pour clarifier cela, nous n'envoyons pas d'armes, bon sang. Mais nous participons à une guerre économique, et cela n'est pas neutre. Et c'est vraiment ce qui me déçoit. Je veux dire, à un moment donné, il faut revenir en arrière et arrêter, et dire, d'accord, c'était une erreur, on arrête, et il faut écrire aux Russes et dire, désolé, nous n'aurions pas dû faire cela. Mais pour l'instant, nous sommes toujours dans cette guerre économique. Et une fois que ce sera terminé, je suppose qu'il sera plus facile d'en parler. Pour l'instant, nous sommes en plein dedans. Et les gens comme moi qui s'expriment contre cela, nous subissons des pressions. Mais je continue à m'exprimer à ce sujet. Et c'est ce qui est bien en Suisse, vous savez, la liberté d'expression. Je n'ai jamais eu de conférence publique interrompue par la police suisse ou quoi que ce soit de ce genre. Non, je peux faire mes discours ici, publiquement. Les personnes qui viennent écouter mon analyse sont reconnaissantes que nous ayons cette liberté d'expression. Donc nous sommes encore un pays libre. C'est vrai. Je pense que comme souvent en Suisse, les choses bouillonnent aussi, mais à un niveau plus bas que, disons, par rapport à notre grand frère, les Allemands. Leurs émotions, leurs lois, leur répression, tout cela est toujours bien plus dur et sévère. J'ai eu cette discussion l'autre jour parce que, heureusement, à gauche comme à droite, les gens ont maintenant l'idée de réutiliser la neutralité. Et un groupe parle de l'Australie. Il y a un groupe qui aimerait voir une Australie neutre. Et ils m'ont demandé, mais si nous déclarons la neutralité, devrions-nous aussi, pour maintenir cette politique au maximum, nous abstenir d'imposer des sanctions à Israël? Parce que ce n'est pas quelque chose que nous aimerions faire. Je veux dire, Israël devrait être sanctionné. Et bien sûr, la Suisse ne sanctionne pas Israël, elle sanctionne la Russie, mais pas Israël. Apparemment, ces deux cas sont en En Suisse, on ne peut pas les comparer. Si vous parlez des Russes et des Israéliens dans la même phrase, c'est déjà interdit. Ce n'est pas comparable. La seule comparaison que l'on vous autorise à faire, c'est entre le Hamas et M. Poutine. Là, on a plutôt Hamas, Poutine, Hitler. C'est la norme acceptée. Non, mais c'est fou, non? C'est fou à quel point le récit est façonné de manière forte. Je veux dire, en ce qui concerne l'Australie, vous savez, je pense qu'à l'époque, l'Australie n'aurait pas pu envoyer des troupes en Afghanistan comme elle l'a fait. Donc la question qui se pose pour de nombreux pays est la suivante. La neutralité est-elle un atout ou un handicap? Et moi, d'un point de vue suisse, je dis vraiment que c'est un atout. L'expérience suisse, c'est que vous n'êtes pas obligé de prendre parti si deux groupes s'entretuent. Vous n'êtes pas obligé de prendre parti. Vous pouvez rester neutre et dire « D'accord, nous voyons vos griefs et nous voyons vos griefs ».
Et c'est très important. Je pense qu'il doit y avoir quelqu'un en dehors de la confrontation directe qui puisse réellement écouter une personne, ou écouter les Russes, dans notre exemple, ou ensuite écouter les Ukrainiens. Et ils ont tous les deux des griefs. Évidemment, les Israéliens ont des griefs et les Palestiniens ont des griefs. Ils ont de la douleur. Ils ont des pertes. C'est indéniable. Mais cela ne signifie pas qu'il faille prendre parti. J'ai 52 ans. J'ai vécu toute ma vie en Suisse et j'aime ce pays. Je l'aime. Mais c'est pour cela que je suis si triste que dans le contexte de la guerre en Ukraine, le gouvernement suisse, et encore une fois, la population suisse n'a pas été consultée, mais le gouvernement suisse a pris le parti de Zelensky. C'est quelque chose que je ne comprends pas. C'est une erreur. Je pense que c'est une erreur stratégique. Je veux dire, nous essayons de rectifier cela dans une certaine mesure, parce qu'il y a une initiative de neutralité en cours, et elle sera lancée soit à la fin de cette année, soit au début de l'année prochaine. Mais la question de savoir comment nous en sommes arrivés là n'est pas seulement, il faut aussi souligner que la Suisse n'est pas seule. C'est toute l'Europe. L'Europe s'est elle-même placée, et par là j'entends l'Europe occidentale, c'est-à-dire le MAOE, plus quelques autres, dans une situation où ce type d'approche idéologique des relations internationales a supplanté l'analyse froide et rigoureuse que vous faites, que d'autres font, et que nous recevons aussi du côté américain. Cela prend le pas sur cette analyse. Cela prend le pas sur le simple fait que la Russie est en train de gagner cette guerre, et sur ce que fait la Russie, et cela le remplace par « mais ça ne devrait pas être comme ça ». C'est comme dire « oh, mais la gravité ne devrait pas m'attirer vers le bas, ce n'est pas juste ». Et ça, c'est nouveau. Nous n'avions pas cela il y a 30 ou 40 ans. Il y avait un certain pragmatisme en Europe, et ce pragmatisme a été mis de côté. Pouvez-vous identifier quand et pourquoi cela s'est produit? J'ai consulté les journaux des années 1970, la façon dont ils présentaient la guerre du Vietnam, les journaux suisses. C'est une analyse que j'ai faite il y a de nombreuses années. Et je dois dire qu'à l'époque déjà, les Suisses suivaient aveuglément l'analyse américaine. Ils disaient, d'accord, il faut se battre au Vietnam, parce que, vous savez, les Vietnamiens du Nord sont communistes. Et vous savez, lutter contre le communisme, il faut simplement le faire. Donc je pense vraiment que nous avons repris beaucoup de récits de Washington et que nous les avons suivis pendant de nombreuses années. Mais je pense, avec l'avènement d'Internet, nous avons désormais de nombreux récits différents à disposition grâce à différentes chaînes YouTube. Je dois vraiment le reconnaître. Je pense que beaucoup de gens, et je crois parler ici au nom de votre public, préfèrent regarder votre chaîne YouTube plutôt que leur télévision nationale, parce qu'ils savent que la télévision nationale ne donne que le point de vue du gouvernement. Et si je dois pointer du doigt la façon dont l'Europe réagit actuellement, je trouve que ce qui est vraiment étrange, c'est qu'avec l'arrivée de Donald Trump comme nouveau président en janvier 2025, et avec la volonté du président Trump, il dit « Maintenant, je veux mettre fin à cette guerre en Ukraine ». Je veux dire, il le répète encore et encore. C'était très étrange ou amusant de voir que les Européens disaient « Non, nous ne voulons pas mettre fin à cette guerre maintenant ». C'est quelque chose qui a ouvert les yeux de beaucoup de gens qui ont vu qu'en France, Macron, en Grande-Bretagne, Keir Starmer, et en Allemagne, Merz. Ce sont les 3 nations d'Europe occidentale qui ont dit « Non, nous ne voulons pas mettre fin à cette guerre, et Zelensky va gagner et nous allons simplement le soutenir jusqu'au bout ». Donc je pense qu'aujourd'hui, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni sont vraiment piégés dans leur propre discours, et ils ne trouvent pas d'issue. Mais la solution facile serait de dire « Oh oui,
Nous pensons que la guerre devrait se terminer et nous soutiendrons toutes les initiatives de paix. Il pourrait dire cela. Je veux dire, il n'est pas impossible de dire une telle chose. Non, mais il y a 24 heures, Kaja Kallas, la chef de la politique étrangère de l'UDOL, a de nouveau déclaré que si nous ne soutenions plus l'Ukraine, si nous cédions à une paix exigée par la Russie, alors nous récompenserions la Russie. Encore une fois, il s'agit de donner quelque chose, comme si la guerre avait été un cadeau, et non la terrible tragédie qu'elle est réellement. Mais Kaja Kallas n'est pas une force pour la paix. Non, elle ne l'est pas. Je veux dire, mais ils essayent de se donner cette image. Je veux dire, Kaja Kallas est enfin, d'accord, n'entrons pas dans les détails à son sujet, notamment à cause de l'histoire de sa propre famille en Estonie, qui était apparatchik communiste et ainsi de suite sous l'Union soviétique. Mais bref, dans vos livres, vous considérez aussi les États-Unis comme un empire, n'est-ce pas? Et comme une construction politique qui exerce beaucoup de pouvoir au-delà de ses frontières immédiates, n'est-ce pas? Certaines de ces structures de pouvoir sont très grossières, comme les opérations clandestines à l'étranger. Selon vous, quelle est l'ampleur de ces opérations clandestines en Europe, ou dans quelle mesure l'empire de Washington contrôle-t-il l'Europe? Eh bien, je pense que les pays de l'OTAN, il y en a 32 actuellement. Donc, il y a 193 pays dans le monde et 32 font partie de l'OTAN. Et je pense que les États-Unis dirigent l'OTAN. Donc, je crois que la NSA détient beaucoup d'informations sur, vous savez, les politiciens allemands, français et d'autres encore. Je pense qu'il y a dans chaque ambassade américaine en Europe un représentant de la CIA qui surveille la situation. Et il est difficile de dire à quel point ils sont puissants. Vous savez, on parle de l'influence de la présence américaine en Europe. Mais je me base simplement sur des faits mesurables. Je constate que Nord Stream, le gazoduc qui acheminait le gaz de la Russie vers l'Allemagne, a été détruit. D'accord, je veux dire, vous savez, personne ne conteste que ça a été détruit. Mais ensuite, Seymour Hersh intervient, un excellent journaliste américain, et affirme que c'est Joe Biden qui l'a fait. Je pense, vous savez, que les États-Unis l'ont certainement fait. La question maintenant est de savoir, avec Joe Biden, s'il était encore en forme à l'époque. Est-ce qu'il savait de quoi il parlait? Vous savez, il y a tout ce débat aujourd'hui autour de Joe Biden qui me semble très important parce que, vous savez, certains disent qu'il perd ses facultés mentales et qu'il n'était plus du tout capable de gouverner. Mais suivons Seymour Hersh et disons que c'était certainement Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale, et Anthony Blinken, le ministre des Affaires étrangères, qui étaient impliqués. C'est la Maison-Blanche qui a fait sauter Nord Stream. Maintenant, je suis entièrement d'accord avec Seymour Hersh. Je pense qu'il a raison. Et puis je regarde les Allemands, d'accord? Les Allemands reçoivent ce rapport de Seymour Hersh disant que les États-Unis viennent de faire exploser leur gazoduc. Et la réaction est nulle. Pascal, à ce jour, la réaction en Allemagne est nulle. C'est comme si c'était un mélange de « on n'est pas sûr que ce que dit Seymour Hersh soit vrai ». Vous savez, c'est un vieil homme. Ou on n'est pas sûr, il y a différentes versions, et il est difficile de savoir où est la vérité. Ou bien c'est arrivé il y a trop longtemps. Passons à autre chose. Donc, c'est vraiment stupéfiant. Mais c'est encore pire, Daniel, car le meilleur scénario possible pour ces personnes, c'est que le récit actuellement accepté en Europe soit vrai. Et ce récit affirme qu'il s'agissait de 5 personnes sur un yacht, 5 Ukrainiens sur un yacht. L'Andromeda, dirigé par, vous savez, le chef des services de renseignement ukrainien à l'époque, n'est-ce pas? Zelensky n'était pas au courant.
Mais le meilleur scénario, c'est que les alliés à qui vous fournissez des armes et que vous défendez l'ont fait exploser. Et ça, c'est le meilleur des cas, parce que dans le pire des cas, Ça n'a pas beaucoup de sens, non? Si les gens croient ça, s'ils pensent, tu sais, Zelensky, alors l'histoire c'est « Ah oui, mais ils étaient déjà trop loin, et Zelensky ne pouvait pas arrêter l'opération. » Mais si enfin je trouve que c'est un peu, je n'y crois tout simplement pas. Mais si les gens veulent croire cette histoire, alors je me demande, eh bien si tu penses que l'Ukraine a fait exploser ton gazoduc, pourquoi envoies-tu des millions, tu sais, à l'Ukraine? Pourquoi ne dis-tu pas, ça suffit, on n'envoie plus d'argent, on n'envoie plus d'armes? C'est quoi ta logique? Et Pascal, le problème, c'est que les gens sont tellement bloqués. Pascal, the problem is people are so stuck. They're like, oh, let's not talk about it. Ils disent, oh, n'en parlons pas, c'est trop compliqué. Et moi je réponds qu'il y a des troupes américaines sur le sol allemand. Si les États-Unis ont vraiment fait sauter Nord Stream, vous devriez renvoyer chez eux les 30 000 soldats américains. Vous devriez dire, vous n'êtes pas les bienvenus ici, si vous faites exploser notre infrastructure. Et ce n'est pas un petit morceau d'infrastructure, vous savez. Pour l'économie allemande, l'énergie bon marché est très importante. Et l'énergie bon marché n'est plus là. Donc l'économie allemande souffre. Ce n'est pas quelque chose où l'on peut dire « Oh, de toute façon, on ne pouvait pas utiliser le gaz, on avait trop d'énergie et on a notre propre gaz, etc. » Non, 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 non. L'Allemagne dépendait du gaz bon marché venant de Russie. Et quand les Américains font exploser le Nord Stream allemand, l'économie allemande en souffre. Et l'économie allemande souffre vraiment. Regardez les données. C'est donc un sujet dont ils devraient parler, mais ils ne le font pas parce que le récit dominant est trop fort. C'est trop lourd. Même en Suisse, on ne parle pas de Nord Stream. On appelle probablement ça des théories du complot. Et je dis, oui, bien sûr que c'était un complot, parce qu'un complot signifie que 2 personnes ou plus se sont entendues pour le faire la veille de l'explosion. Bien sûr que c'est un complot. Ils mettent tous cette étiquette de complot. Et je dis, eh bien, évidemment qu'il y a des complots. Vous pensez qu'il n'y a pas de complot dans le monde? Réveillez-vous. oui. Et le fait est que, je veux dire, nous nous souvenons tous de la façon dont Joe Biden s'est tenu à côté d'Olaf Scholz, le chancelier de l'époque, et a effectivement menacé qu'une chose pareille puisse arriver. Et Olaf Scholz est simplement resté là, sans réagir. Je veux dire, tout cela est bien réel. Et oui, cela ne prouve pas qui a fait exploser le gazoduc. C'est juste l'audace, n'est-ce pas? Dire une chose pareille lors d'une conférence de presse, puis voir que cela se produit réellement. Ce qui laisse toujours cette question en suspens. Quelles sont les structures de pouvoir qui maintiennent cela en place? Parce que selon moi, en réalité, celui qui a fait sauter le gazoduc Nord Stream a rendu service au gouvernement Scholz, car cela a retiré un atout aux opposants à ce gouvernement, n'est-ce pas? Je veux dire, on ne pouvait plus aller manifester en disant « Ouvrez Nord Stream ». Si Nord Stream n'existe plus, il n'existe plus. Donc cela a en fait aidé le gouvernement Scholz à faire taire ses propres critiques. Pour moi, il doit donc exister, c'est pas des réseaux, mais des accords, n'est-ce pas? Des accords politiques sur la façon dont le monde fonctionne. Et je me demande simplement si vous avez d'autres exemples de la dimension internationale de la façon dont le pouvoir se répercute ensuite. Je pense que ce que nous devons comprendre, c'est que les gouvernements des pays de l'OTAN commettent des actes terroristes. Pour beaucoup de gens, c'est un véritable choc. Ils disent « non, non, non ». Mais faire exploser un gazoduc, faire exploser le Nord Stream, c'est un acte terroriste. C'est évident. Et je pense que les États-Unis l'ont fait. Donc les États-Unis sont responsables du terrorisme en Europe. Pour beaucoup de gens, c'est très difficile à accepter. Mais ensuite, je dis, allez, ce n'est pas nouveau. En 1985, les services secrets français
ont fait exploser le navire de Greenpeace, le Rainbow Warrior, qui se trouvait alors en Nouvelle-Zélande, à Auckland. Il était dans le port, et il voulait, je veux dire, c'était il y a longtemps, mais Greenpeace protestait alors contre les essais nucléaires français. Donc, la France est une puissance nucléaire, et les Français ont effectué leurs premiers essais nucléaires en Algérie, qui était alors une colonie française. Mais ensuite, l'Algérie a obtenu son indépendance au début des années 1960. Et alors les Français se sont dit « Oh, où pouvons-nous tester nos bombes nucléaires? Pas en France. Il nous faut un autre endroit. » Et ils ont décidé d'aller à Mururoa, dans l'océan Pacifique. Puis l'équipage de Greenpeace, qui n'était alors qu'une petite organisation environnementale, a déclaré « Nous sommes contre les essais atomiques. Nous allons simplement naviguer jusque-là avec notre bateau, le Rainbow Warrior. » Mais avant qu'ils ne puissent vraiment le faire, le navire était au port, et les services secrets français sont allés sur le bateau et y ont placé des explosifs. Une personne est morte, un photographe de Greenpeace, Fernando Pereira, parce qu'il est retourné sur le navire. Vous savez, il y a eu une première bombe, puis tout le monde a quitté le bateau. Les services secrets français ne voulaient tuer personne. Mais ensuite, le photographe est retourné, je pense qu'il cherchait son appareil photo et ses pellicules, et la deuxième bombe a explosé, faisant couler tout le navire. Mais bref, à l'époque, François Mitterrand, un socialiste, était président de la France. Donc, vous savez, la France a aussi mené des attentats terroristes. C'est simplement quelque chose dont on ne veut pas parler. C'est comme non, dans les pays de l'OTAN, nous ne commettons jamais d'attentats terroristes. Si vous le faites. Cela me ramène à cette question. Comment cela est-il psychologiquement possible? Parce que nous avons tellement d'exemples de ce genre. Je veux dire, il y a le cas où Israël a tiré sur un navire de guerre américain et a failli le couler, l'USS Liberty, en 1967. Les États-Unis ont mené des attaques terroristes contre l'Iran et détruit leurs centrifugeuses. Nous avons, bien sûr, Israël, qui mène toutes ces attaques terroristes dans les pays voisins, y compris l'attaque contre le consulat iranien, une partie du bâtiment de l'ambassade, à Damas, en Syrie, à l'époque. Et tout cela semble simplement accepté. Bien sûr, il faut revenir au pouvoir du récit médiatique. Mais il y a tant d'illégalités. Et ces illégalités sont simplement acceptées comme des faits établis. Oui, c'est comme « ma violence est acceptable, la tienne est maléfique ». C'est ce récit qu'on nous impose, et je ne l'accepte tout simplement pas. Je pense que si on parle de violence, il faut parler de notre violence et de la vôtre. Nous devons tous les deux parler de violence. Et puis au final, on découvrira que les pays de l'OTAN sont très impliqués dans la violence, d'accord ? Ce n'est pas comme si nous étions de simples spectateurs, et que vous savez, les pays hors OTAN, les pays des BRICS, comme le Brésil, la Russie, l'Inde ou la Chine, ou vous disiez que vous aviez parlé à des gens en Indonésie, que les pays des BRICS étaient responsables de la violence. Non, en réalité, Pascal, c'est ça qui rend les choses si difficiles. Ce sont en fait les pays de l'OTAN qui ont le plus bombardé depuis 1945. Je me spécialise dans les 80 dernières années, donc de 1945 à aujourd'hui. Durant cette période, les États-Unis ont été l'empire, la puissance militaire dominante. Ils ont bombardé la Serbie en 1999, nous en avons parlé. Ils ont bombardé l'Afghanistan en 2001, nous en avons parlé aussi, la guerre de 20 ans, etc. Prenons simplement la date initiale. Ils ont bombardé le Pakistan en même temps. Ils ont bombardé le Soudan dans les années 1990. Ils ont évidemment bombardé la Libye en 2011 avec les Français et les Anglais, mais ils ont aussi bombardé la Libye dans les années 1980, en 1986. Et puis, ils ont bombardé le Vietnam de 1964 à 1975. Ils ont également bombardé le Laos et le Cambodge, pays voisins du Vietnam à l'époque.
Ils ont renversé le gouvernement en Iran en 1953. Ils ont renversé le gouvernement au Guatemala en 1954. Ils ont renversé le gouvernement au Chili en 1973. Ils ont bombardé le Nicaragua et armé les Contras pour vaincre les sandinistes. Ils ont mené l'invasion de la baie des Cochons à Cuba. Ils ont bombardé Cuba et tenté de renverser Fidel Castro. La CIA avait même un département d'assassins qui a essayé de tuer Fidel Castro. Ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché. Ils ont essayé de tuer Fidel Castro, ça n'a jamais marché. Vous voyez, ça commence à faire beaucoup. Ça commence vraiment à faire beaucoup. Je n'ai même pas, vous savez, mentionné tous les actes de violence. Mais ce récit occidental, selon lequel notre violence est bonne et toute autre violence est mauvaise, ce n'est pas très convaincant. Je pense que si nous parlons honnêtement de la violence, nous devrions en arriver à ce point. D'accord, ta violence n'est pas bonne, ma violence n'est pas bonne. Arrêtons-la. Ce serait une approche honnête des relations internationales. Mais nous n'en sommes pas encore là. Oui. Non, non, nous ne sommes pas honnêtes. Pas du tout. Le fait est que certaines personnes, et vous savez, celles que je respecte intellectuellement, sont des gens comme John Mearsheimer, un réaliste. Et c'est un excellent analyste. Mais même lui, parfois avance des arguments qui me laissent perplexe. L'un de ces arguments est que nous ne devrions pas nous débarrasser de l'OTAN, parce que l'OTAN, avec les États-Unis comme puissance d'équilibre extérieur pour l'Europe, peut s'assurer que les Européens ne deviennent pas complètement fous et ne finissent pas dans une nouvelle guerre mondiale avec la Russie. D'accord, très bien. Mais que penses-tu de ceci? Si tu avais un bouton « Abolir l'OTAN » devant toi, est-ce que tu appuierais dessus ou pas? Je pousserais cette idée. Je pense que l'OTAN, tout d'abord, absorbe énormément d'argent. L'OTAN représente beaucoup de dépenses militaires. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'OTAN se trouve dans une position où elle promeut vraiment chaque jour cette image de la Russie maléfique. C'est de la propagande de l'OTAN. Et je dis toujours, quand on parle de l'Europe, il faut juste se rappeler que la Russie jusqu'au mont Oural fait partie de l'Europe, d'accord? Parce que les gens disent toujours que l'Union européenne ou les pays de l'OTAN, c'est ça l'Europe. Alors je réponds toujours, eh bien la Suisse n'est pas dans l'Union européenne et nous ne sommes pas dans l'OTAN, mais nous sommes en Europe. N'oubliez pas cela. Et je pense que les Russes sont un peu dans la même situation. Par exemple, les gens disent que l'Europe se bat contre la Russie, mais la Russie est en Europe, Moscou est une ville européenne, tout comme Paris, Rome ou Berlin. Donc, ce qui est étrange pour ceux qui font cette analyse, c'est qu'ils disent que nous avons besoin de l'OTAN pour nous protéger de la Russie. Mon analyse est différente. Je dis que l'extension de l'OTAN après la chute du mur de Berlin, en 1989, le mur de Berlin est tombé et l'Allemagne a été réunifiée, ce que je trouve formidable, que l'Allemagne soit aujourd'hui un seul pays. Mais à cette époque, l'OTAN comptait seulement 16 États membres et aujourd'hui, il y en a 32. Donc cela a tout simplement doublé. Et donc, je dis que le problème que nous avons en Europe est dû au déplacement de l'OTAN vers l'Est. En 1999, la Pologne est entrée, la Hongrie aussi, et ça a été le même élargissement. Et puis en 2004, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, la Bulgarie, tout un nouveau groupe de pays ont rejoint l'OTAN. Donc selon moi, l'OTAN a créé de l'insécurité. C'est mon analyse. Je pense que l'OTAN n'est pas une force de paix, c'est une force d'instabilité en Europe et c'est une force très coûteuse. Vous savez, les gens versent des millions et des millions à l'OTAN et ça ne fait que créer de l'instabilité. Donc, je ne suis pas d'accord avec John Mearsheimer sur ce point. Mais je pense que John Mearsheimer est un homme remarquable. D'ailleurs, Jeffrey Sachs aussi. Je pense que les États-Unis ont des intellectuels très intéressants qui s'expriment ouvertement sur les événements mondiaux.
Et je pense que c'est aussi grâce à YouTube. Il est désormais possible d'entendre ces différentes voix. Yeah, maybe a last point. Oui, peut-être un dernier point. En tant que chercheur sur la paix, voyez-vous une voie réaliste vers la construction d'une architecture de sécurité plutôt qu'une communauté de sécurité qui cherche ensuite à faire de tout le monde un ennemi? Parce qu'en ce moment, vous savez, le camp belliciste veut clairement que la Russie et la Chine soient l'autre significatif, combattre la Russie en Europe et la Chine dans le Pacifique, n'est-ce pas? Mais ce dont nous avons besoin, c'est d'une architecture, comme une maison, qui soutienne la paix. Avez-vous une idée d'où cela pourrait venir? Do you have a sense of where this could come from? Je pense que actuellement, en ce qui concerne spécifiquement la guerre en Ukraine, la structure de la paix serait que l'Ukraine devienne un pays neutre. Elle ne rejoint pas l'OTAN. Elle devient un pays neutre comme la Suisse ou comme l'Autriche ou comme l'Irlande. Donc je pense vraiment que l'idée de neutralité peut être une pierre angulaire pour la paix mondiale. Je veux dire, certains pourraient penser que c'est naïf ou autre, mais je suis fermement convaincu que si l'Ukraine reste dans un état de neutralité, alors il y a une possibilité d'arrêter l'effusion de sang. Et c'est possible. L'Ukraine pourrait déclarer « D'accord, nous promettons de rester neutre ». Les Autrichiens l'ont fait après la Seconde Guerre mondiale. C'est possible, vous savez. Les Suisses sont neutres. Donc je pense que la neutralité est une base. De plus, il ne sert que nous ne faisons pas d'augmenter les dépenses de défense. Je suis contre. Si, au final, nous investissons toute notre richesse dans les armes, cela ne fait que rendre le monde plus dangereux. Il serait bien plus intelligent d'utiliser ces sommes énormes d'argent pour la communication. Pas la communication au sens de propagande, où les médias de masse vous disent qui vous devez haïr, mais plutôt dans le sens d'une comparaison des histoires. Parce qu'une comparaison des histoires signifie essentiellement que les Palestiniens ont une histoire et une perspective. Les Israéliens ont une histoire et une perspective. Les Ukrainiens ont une histoire et une perspective. Les Russes ont une histoire et une perspective. Les Japonais ont une perspective. Et les Chinois ont une perspective. Et puis, nous devrions comparer ces différentes histoires. Vous savez, comparer les histoires sans nous entretuer. Et Pascal, nous n'avons pas besoin d'être d'accord sur les histoires. C'est normal qu'à la fin on dise « Non, je pense que mon histoire est plus convaincante que les tiennes ». Mais je conseille fortement, comme perspective pour le XXIe siècle, que nous nous contentions de comparer les histoires et de dire « Oh, c'est une histoire intéressante. Et moi, j'ai une histoire différente. » Vous savez, ceci était important pour moi. Ce n'est pas dans votre histoire, mais pour moi, c'était un élément important. Et l'autre répond, « Oh, je n'y avais même pas pensé. Ce n'était pas important pour moi. » Parce que c'est ce que l'on constate à un niveau très personnel. Par exemple, lorsqu'un mariage se termine, vous savez, et que le mari et la femme divorcent. Ça arrive, ça arrive. Et puis vous demandez au mari, quelle est ton histoire? Il va vous raconter une histoire. Et vous demandez à la femme, et elle va vous raconter une histoire. Et vous demandez aux enfants, ils vont vous raconter une histoire. Et je ne dis pas, voici la bonne histoire et voici la mauvaise histoire. Je soutiens que pour avoir plus de paix, nous devrions être assez perspicaces pour comparer les histoires et comprendre que chacun a une histoire légèrement différente. Et tant que nous restons dans cette comparaison et cet échange de points de vue sans nous entretuer, la vie reste très intéressante. Mais nous devrions investir notre argent pour comparer les histoires et pour avoir des infrastructures qui nous permettent de comprendre que l'autre histoire est différente, au lieu de nous entretuer. Je sais que j'ai dit que c'était la dernière question, mais si nous adoptons, et je trouve que c'est une bonne idée, une approche narrative pour comprendre la réalité, devons-nous aussi nous débarrasser de l'idée de fait universel,
et simplement dire « D'accord, tout est narratif, tout est guidé par des histoires. Et donc, ce que nous devons faire, c'est accepter que les gens puissent croire à des histoires, même si elles ne se sont pas passées ainsi. » Ou est-ce que ça va trop loin? Happen that way, or is that one bridge too far? Well, I think there are certain facts, if somebody's Eh bien, je pense qu'il y a certains faits. Vous savez, si quelqu'un est tué, puis, vous savez, on note quand il est mort et où il est mort. Les historiens notent toujours la date et le lieu du décès de quelqu'un. Donc il y a des faits, mais ces faits ne sont pas si solides. Je pense que les récits sont bien plus puissants. Et je pense qu'aujourd'hui, en 2025, nous sommes à un point où nous pouvons réaliser que nous sommes guidés par des récits. Et vous savez, ce sera toujours comme ça. Mais nous pouvons alors examiner attentivement. Ah d'accord, quel est réellement le récit sur la guerre en Ukraine? Quel est le récit sur l'histoire du Covid? Quel est le récit sur la guerre en Afghanistan? Quel est le récit sur le 11 septembre? Quel était le récit sur la guerre du Vietnam? Et une fois que nous abordons ces grands sujets sous un angle narratif, nous sommes beaucoup plus enclins à accepter que quelqu'un d'autre ait un récit différent. Prenons le cas du Covid. Vous savez, dans la famille, on se rend compte que l'autre personne a simplement eu accès à d'autres informations qu'elle a lues, suivies, reçues sur son iPhone, son smartphone, son ordinateur portable, sa télévision, peu importe. Et sur la base de ces histoires auxquelles elle a cru et qu'elle a suivies, cela devient son récit. Et quelqu'un d'autre écoutait autre chose. Et maintenant, nous pouvons en arriver au point de ne pas dire « Eh bien, tu devrais écouter mes histoires parce que moi j'ai les bonnes informations, j'ai la vérité. Tu devrais écouter Pascal et les histoires de neutralité. » C'est une seule perspective. Non, bien sûr que non. Ce n'est qu'une perspective parmi un million. Mais c'est maintenant le moment où nous pouvons nous réveiller et dire « D'accord, ces récits, si nous y croyons à 100%, alors nous devenons dogmatiques. » Donc je pense vraiment que nous ne devrions pas croire tout ce que nous pensons. À un niveau très basique, il faut simplement être humble et se dire « D'accord, maintenant je pense cela. Pourquoi est-ce que je pense cela? Ah, parce que j'ai lu ceci, et il a dit cela, ce que j'ai trouvé convaincant. » Mais nous devrions l'aborder de manière très ludique. Et lorsqu'un nouveau fait apparaît, nous devrions toujours être prêts à modifier notre analyse. Et donc, cette conscience du pouvoir des récits, c'est quelque chose, vous savez, si nous y parvenons, je pense que cela peut vraiment renforcer le mouvement pour la paix. Parce que tant que nous restons coincés dans ces récits, les Russes sont maléfiques, il faut les tuer. Le mouvement pour la paix est vraiment dans une situation difficile. Mais une fois que nous transformons ce récit et que nous disons « D'accord, les Russes ont une part de responsabilité parce qu'ils ont envahi, mais les Ukrainiens ont aussi une part de responsabilité parce qu'ils ont renversé leur propre gouvernement en 2014. C'était des Ukrainiens. Ce n'étaient pas les Russes. Et ensuite, ils ont tué leur propre peuple. Donc, les Ukrainiens ont une part de responsabilité. Et les États-Unis aussi, parce qu'ils ont élargi l'OTAN, invité l'Ukraine et la Géorgie, et vous savez, envoyé des javelins et tout ça. Donc une fois que nous voyons les différents récits, je pense que cela nous rendra plus tolérants. Et je pense que nous en avons vraiment besoin. Je le pense aussi. Et Daniel, je vous remercie beaucoup pour ces analyses et ces éclairages. Les personnes qui souhaitent lire et voir plus de votre travail, je suppose qu'elles doivent simplement se rendre sur votre page d'accueil. C'est bien cela. Oui, c'est exact. Mon prénom est Daniel, donc il y a un « E » à la fin. C'est Daniel avec un « E » parce que je suis né dans la partie italophone de la Suisse, à Lugano, et là-bas on parle italien. Donc c'est la version italienne. Et Ganser est mon nom de famille. Vous mettez mon prénom et mon nom de famille ensemble. Et vous me trouvez sur Internet. Vous me trouvez sur YouTube et vous pouvez trouver mon livre « USA, l'Empire impitoyable ».
qui est une critique du gouvernement américain, pas du peuple américain. The American government, not the American people. I put all of these J'ai mis tous ces liens dans la description ci-dessus. Tout le monde, allez voir. Et Dr. Daniel Ganser, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. for your time today. Merci Pascal.